nous allons donc ouvrir maintenant une séquence sur le point d'étape, sur le déploiement et les ajustements du dispositif qui va vous être présenté par Madame Chevrier. Donc, Madame Chevrier, je vais aussi projeter en même temps un Merci. document pour vous accompagner. Je vais me permettre, donc slide suivante, merci. Je vais me permettre quand même, puisque je sais que parmi les participants, eh bien, il n'y a pas forcément des gens qui connaissent bien la certification. Et donc, pour que tout le monde soit bien au clair, je vais revenir sur la définition et sur les finalités de la certification. Alors, en ce qui concerne le dispositif de certification, donc c'est obligatoire depuis 96, je le disais tout à l'heure, ça fait 20 ans, donc c'est quand même un retour d'expérience et une maturité importante au niveau national. Ça concerne tous les établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. C'est une démarche externe qui a lieu tous les 4 ans et nous, l'HAS assure la diffusion publique des résultats pour que toutes les personnes concernées puissent les consulter. Et nous, en tant qu'organisme de certification, eh bien, nous sommes aussi soumis à un dispositif d'accréditation au niveau international qui s'appelle l'ISQA. Et donc, nous sommes également accrédités. La certification, ça sert à quoi? Ça apporte une réponse pertinente et équilibrée aux attentes à la fois des usagers. Il est important qu'ils connaissent le niveau de qualité et de sécurité des soins des établissements dans lesquels ils vont être, où ils sont pris en charge. Aussi des professionnels de santé, parce que c'est un outil de management interne, d'amélioration des pratiques. C'est aussi un niveau d'information que certains peuvent rechercher lorsqu'ils candidatent dans un établissement. Et puis, au niveau des autorités tutelles, alors que sont les ARS, mais aussi la Direction générale de l'offre de soins, dans leur rôle pour la régulation par la qualité, puisqu'effectivement, c'est des éléments dont ils peuvent s'emparer en ce qui concerne leur leur décision d'autorisation d'activité ou renouvellement d'autorisation d'activité. Alors, les orientations de la nouvelle certification, on l'a dit, on le redira largement et je pense que beaucoup l'auront compris. Nous avons voulu recentrer sur le soin. Recentrer sur le soin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de passer d'une culture de moyens, où on regardait beaucoup les processus et les procédures, vers une culture de résultats. Donc, on va être beaucoup plus sur le terrain à entendre eh bien, les professionnels, les patients, eh bien, témoigner effectivement de leur pratique au quotidien, de leur ressenti pour les patients. Donc, nous allons développer la pertinence pour le patient et pour cela, nous allons médicaliser davantage, c'est-à-dire que nous avons d'ores et déjà des experts visiteurs plus nombreux qui sont médecins pour pouvoir effectivement, en tant que père, eh bien, communiquer avec ces équipes et être en capacité d'évaluer effectivement et rentrer en communication avec le patient. Donc, des méthodes d'évaluation plus en lien direct avec le cœur des métiers des soignants et donc de l'établissement, et ça, c'est fort important. On a voulu également simplifier le dispositif de la certification, donc avec, j'y reviendrai, un référentiel qui est unique pour tous, et puis constitué d'un premier corps de 25 pages, et largement diminué, et puis après des fiches techniques pour que chacun puisse s'en emparer. Donc, des outils sémantiques plus clairs, et nous avons aussi développé sur notre site, et Calirel les a largement repris et réexploités, des outils d'appropriation. Nous avons aussi voulu nous adapter, et là, en ce moment, c'est vrai que c'est le mot phare que à chacun nous avons en ce moment, c'est de nous adapter au système qui vous a été cela a été évoqué tout à l'heure. Et puis aussi s'adapter parce que nous voulons aussi, dans ce nouveau dispositif, davantage valoriser la capacité d'adaptation des équipes et plus globalement leurs équipes. Slide suivante. Donc là, j'irai rapidement pour vous afficher. Là, vous verrez l'ensemble des personnes avec qui nous avons construit ce dispositif, à la fois les professionnels de santé, les représentants d'usagers, les fédérations, les experts visiteurs, les institutions. Bref, nous avons regroupé environ entre 500 et 1000 personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce dispositif. Slide suivante. Donc, les 4 enjeux et les 4 socles, en fait, de ce nouveau dispositif. Avant tout, l'engagement du patient que la Haute Autorité de Santé porte largement et qui est porté par tous.
j'y reviendrai, la culture de l'évaluation et de la pertinence et du résultat, le travail en équipe et l'adaptation aux évolutions du système de santé. Slide suivante, voilà, et j'y reviendrai. Alors, un référentiel qui a été articulé selon 3 chapitres. Le patient en premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que quels sont effectivement les attendus qui sont en lien direct avec le patient et ils seront largement évalués au travers du patient traceur, parce que nous allons beaucoup interroger le patient sur ces critères-là. Les équipes de soins, pour que effectivement à leur niveau, eh bien, sont regroupés là les critères les concernant. Et puis au global, eh bien, l'établissement de santé. Et dans ces 3 chapitres, eh bien, sont portés les 15 objectifs sur lesquels je vais revenir. Slide suivante pour le premier chapitre. Donc le patient, vous voyez là affiché les 4 objectifs qui sont portés par ce chapitre. L'objectif, c'est qu'il porte, en fait, il est consacré à la promotion et au recueil et à l'exploitation de l'expression du patient. Et nous évaluerons également les initiatives pour vérifier que le patient, effectivement, a pu être acteur de sa prise en charge, bien sûr, s'il le souhaite. Et puis, vous verrez également dans ce chapitre des critères spécifiques, parce que nous avons voulu une personnalisation du service rendu pour des populations particulières que sont les patients vulnérables, les patients en situation de handicap, les patients âgés, les patients mineurs. Slide suivante. Donc là, 4 autres objectifs que vous voyez affichés. Je ne vais pas reprendre la lecture, vous pouvez le voir. L'objectif de ce chapitre, c'est eh bien d'évaluer le développement de la culture de la qualité au sein des équipes et l'évaluation de la pertinence et du résultat. L'objectif, clairement, ça n'est pas d'évaluer la pertinence et les résultats. Nos experts ne porteront pas de jugement sur une décision d'acte ou une décision de prescription, mais évalueront l'appropriation de cette culture par les équipes, c'est-à-dire évaluer la maturité des équipes à mesurer et à analyser, améliorer la performance de ces actes et de ces résultats. C'est le principe même de la qualité, c'est savoir ce que l'on fait, se poser la question de est-ce qu'on peut améliorer nos pratiques et mettre en place des plans d'action, d'amélioration ou de suivi. Et ça, c'est véritablement ça qui va être évalué au sein des équipes. Autre élément est abordé dans ce chapitre, le développement du travail en équipe, parce qu'on sait que c'est moteur. Lorsque l'on regarde les événements indésirables, et plus particulièrement les événements indésirables graves liés aux soins, eh bien, on s'aperçoit que bon nombre sont liés à des ruptures de communication entre les équipes. Et donc, c'est absolument fondamental. On sait aussi que l'équipe, ça protège le patient, mais aussi ses membres. Notamment dans une période compliquée, c'est vrai que les professionnels ne se sentent pas isolés, mais qu'ils soient rassurés au sein d'une équipe qui est polyvalente et pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, effectivement. Eh bien, c'est les assurer effectivement de leur place et les rassurer dans leur pratique. L'équipe, c'est vraiment la clé de voûte et c'est pour ça que ça fait partie de l'un de nos 4 enjeux de la sécurité. Et puis le dernier chapitre, l'établissement, donc avec les 7 derniers objectifs que vous voyez affichés là, eh bien, c'est vrai que tout ce que l'on a vu précédemment n'a de sens si effectivement sur l'ensemble de l'établissement, eh bien, il y a une coordination globale. Quelque équipe que ce soit dans laquelle se trouve un patient, ça n'a de sens, même si effectivement elle a une maturité en termes de qualité, si elle travaille avec d'autres équipes et si elle se coordonne avec les autres équipes de l'établissement. Et donc, il est important d'avoir une vue globale. Donc, on verra aussi là sur la politique qui peut être portée par l'établissement, effectivement, si ça résonne au niveau et si c'est bien développé au niveau du terrain. Donc, là aussi, on évaluera bien évidemment comment l'établissement prévoit et a mis en place son dispositif de qualité, mais également si effectivement sur le terrain, eh bien, cela fait bien écho.
Voilà sur la présentation un petit peu générale, et je m'excuse auprès de ceux qui ont déjà largement mis le nez dans le référentiel, mais ça me semblait important pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait de présenter les grandes lignes. Vous dire aussi donc que dans le référentiel, vous verrez donc après une présentation qui est limitée à 25 pages et que l'on a même résumé dans un petit support de 4 pages qui est disponible, et bien des fiches par critère où vous retrouvez l'intitulé du critère, un petit développé en dessous de ce que nous attendons au travers de ce critère. Quels sont les champs d'application et niveaux d'exigence? J'y reviendrai tout à l'heure parce que l'on qualifie les critères en fonction, ils ont des niveaux de priorité ou d'applicabilité différents. Nous listons tous les éléments d'évaluation qui permettent d'évaluer ce critère, la méthode également, et puis parce que ça a du sens que ce dispositif fasse le lien entre les indicateurs de qualité de sécurité des soins, les recommandations de bonnes pratiques qui sont produites soit par la HAS mais aussi par toutes les sociétés savantes. Nous avons mis là les principales références qu'il est bon de connaître et qui sont en lien à ce critère pour donner du sens et de la transversalité sur cette démarche. Alors, en ce qui concerne les critères, slide suivante, il y en a au total 131, mais 90 que l'on appelle génériques, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent à l'ensemble des établissements de santé. Je rappelle que ce référentiel, il est unique pour tous les établissements de santé, et donc nous couvrons environ 2500 établissements, du CHU à l'établissement d'environ 10 lits, par exemple, de soins de suite et de réadaptation. Donc, c'est extrêmement large. C'est la raison pour laquelle nous avons des critères spécifiques selon la population, selon l'activité, selon le mode de prise en charge. Et donc, chaque établissement a un référentiel qui est adapté. Nous prenons en considération effectivement ses spécificités et nous lui produisons ce référentiel qui est adapté à son profil. Et puis nous avons aussi voulu prioriser, puisque antérieurement, effectivement, il y avait, à partir du moment où il y avait un écart, effectivement, sur un secteur, ça pénalisait l'ensemble de l'établissement. Il nous a semblé important d'avoir une approche plus globale et rendre un niveau avec une moyenne plus globale sur l'ensemble de l'établissement, qui serait le reflet global de l'établissement. Donc l'ensemble des notations sur les critères standards est calculé sur une moyenne. Mais néanmoins, sur certains critères que nous appelons impératifs, nous avons une approche particulière, c'est-à-dire que ça correspond à des situations et des exigences importantes et si elles n'étaient pas constatées, effectivement, ça correspond à des situations que l'on ne veut plus voir. Je vais prendre pour exemple le respect de la dignité du patient, la prise en charge de la douleur. Je vous les montrerai tout à l'heure, mais ça c'est important, c'est-à-dire que si effectivement dans un secteur, ces situations que l'on ne veut plus voir étaient constatées, eh bien ça génère effectivement, ça déclenche effectivement une alerte particulière qui sera prise en considération par la commission de certification et l'HAS qui prendra la décision. Donc vous voyez là dans la slide suivante les 17 critères impératifs qui sont les critères fondamentaux sur lesquels effectivement nous avons une attention particulière. Je ne vais pas vous faire la liste, vous les voyez là par chapitre. Donc vous voyez tous ces critères qui sont primordiaux, puisque après 20 ans, on estime que c'est des choses que l'on souhaite dans nos établissements voir respecter. Slide suivante. Donc, sur les méthodes d'évaluation, nous avons voulu des méthodes d'évaluation beaucoup plus portées sur le terrain. Le patient traceur que vous connaissez pour bon nombre d'entre vous bien, qui était un petit peu utilisé, mais que nous avons voulu développer dans ce nouveau dispositif par rapport au dispositif antérieur. Donc, le patient traceur avec une rencontre et donc l'écoute du patient et aussi l'équipe de soins qui le prend en charge dans l'unité dans laquelle nous rencontrons le patient. Le parcours traceur,
Donc là, ça va être une évaluation de la coordination des services, hein, c'est important, je l'ai souligné tout à l'heure. Donc avec des professionnels. Alors on réunit sur un parcours type qui correspond à les parcours classiques de l'établissement. Eh bien, les équipes, qu'elles soient cliniques, les cliniques de support, ça peut être les cliniques, les assistantes sociales, les kinés, mais aussi, ça peut être aussi, parce que dans le parcours, eh bien, il y a aussi des administratifs, hein, qui sont rencontrés par le patient, notamment au moment des admissions. Donc, rencontrer tous les professionnels que rencontre le patient et qui contribuent au parcours de prise en charge. Le traceur ciblé, alors, c'est une évaluation sur le terrain de mise en œuvre d'un processus. Antérieurement, nous évaluions le processus. Là, on fait une approche différente, c'est-à-dire que, pour exemple, sur le médicament, eh bien, nos experts vont partir d'une prescription au moment où ils sont dans l'établissement pour rencontrer le médecin qui fait cette prescription et elles vont suivre cette prescription jusqu'à l'administration sur le terrain et veiller à ce que, vérifier que les recommandations de bonne pratique eh bien, sont bien appliquées. Si elles le sont, eh bien, il répondra favorablement. Si elles ne le sont pas, c'est que l'établissement aura à s'interroger sur effectivement soit une organisation différente, soit une structure différente, soit des processus ou des procédures qui nécessitent d'être renforcées. L'audit système, c'est une évaluation de la politique jusqu'au terrain. Donc, nous rencontrons, les experts visiteurs rencontrent la gouvernance et les interrogent sur la coordination territoriale, sur la dynamique d'amélioration et de maîtrise des risques, aussi sur le leadership, sur la qualité de vie au travail, sur le travail en équipe, mais ils rencontrent également les représentants des usagers et les professionnels pour voir si effectivement cela est effectivement cohérent avec leur perception. Et puis, dernière méthode, l'observation, puisque nous avons interrogé, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a construit avec tous les partenaires ce dispositif, on leur a posé la question en disant, mais finalement, quand vous voulez vous faire une idée, quand vous arrivez dans un service qui est nouveau, que faites-vous pour vous faire une idée de la qualité de prise en charge du patient par cette équipe? Et une grande majorité nous ont dit, eh bien, vous savez, avec une certaine habitude, au bout de quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, quand on observe, quand on écoute, quand on sent, quand on regarde les échanges, on a déjà une bonne perception de comment ça fonctionne et on se fait déjà une idée de la qualité de la prise en charge. Donc c'est au travers de cette méthode d'observation que l'on évalue pas mal de critères. Slide suivante. On l'a dit, je ne cesserai de la redire. Le dispositif de certification, c'est un support d'amélioration pour les professionnels dans le développement de la culture qualité. Mais bien sûr, pour les professionnels, la culture de la qualité, c'est une recherche d'amélioration continue et au quotidien. Alors, nous avons allégé un petit peu le process avec moins de retours et moins de contrôle. On estime que 20 ans de certification, ça permet une maturité au niveau des établissements pour mettre en place ce processus de suivi régulier en leur sein et à leurs mains entre deux visites. Donc certes, au bout d'un moment, effectivement, arrive dans le cycle la visite de certification que l'on prépare de façon étroite avec l'établissement. Après, bien effectivement, il y a un rapport de fin de visite. Je vous présenterai un petit peu sous quel format ça apparaît. Nous l'avons également simplifié. Un rapport de fin de visite qui est produit par les experts, qui est porté à la connaissance directe et assez très rapide après la fin de la visite aux établissements. Les établissements ont la possibilité de faire des observations, naturellement. Et puis après, la HAS, au regard de ce rapport de fin de visite et des observations, eh bien, porte sa décision qui est après publiée sur son site pour qu'elle soit rendue publique. Donc, slide suivante. Voilà, nous avons voulu rendre beaucoup plus simple le rapport, puisqu'avant il était littéral. Nous avons fait un choix de représentation graphique qui, en un premier coup d'œil, permet de visualiser effectivement pour l'établissement quel est son niveau par rapport à chacun de ces critères. Est-ce qu'il est au maximum ou est-ce qu'effectivement il y a quelques éléments qui méritent une amélioration? Et nous insistons sur le fait qu'une approche certes peut-être beaucoup plus synthétique, mais plus facile à lire en identifiant
certes les marges de progression, mais aussi de montrer et de valoriser tous les, tous les dispositifs qui méritent d'être valorisés sur le développement de la qualité dans un établissement. Nous avons de très belles surprises et on souhaite effectivement les mettre en exergue dans le rapport. Slide suivante, un petit rappel en ce qui concerne pour clarifier, c'est-à-dire qu'à la fin de la visite, effectivement, est rendue à l'établissement la cotation qui a été réalisée par les experts visiteurs. Si ce résultat global est supérieur à 50%, eh bien, l'établissement est éligible à la certification, voire même à la mention si tous les critères standards et impératifs sont supérieurs à 50% ou 3/4 le sont avec des critères avancés, les critères de demain, donc on avance sur les exigences. Mais j'insiste sur le fait que c'est un niveau d'éligibilité, mais que pour porter sa décision, la HAS intègre d'abord effectivement ces résultats, les synthèses qui sont réalisées par les experts visiteurs, mais aussi eh bien, éventuellement les fiches d'anomalie qui auront été générées pour les critères impératifs pour lesquels effectivement les attentes ne sont pas au rendez-vous, et il sera très attentif à l'homogénéité des résultats. Donc, ce résultat global est une moyenne, mais nous regarderons effectivement l'homogénéité de chacun des résultats de tous les critères et de tous les cumulés par objectif, puisque ça c'est important, c'est une homogénéité auquel nous sommes très attachés. Et au travers de cela, effectivement, eh bien, il y a une décision finale avec les 4 niveaux que vous connaissez. Donc, haute qualité des soins, c'est pour les établissements certifiés avec mention, avec certifié. Les établissements pourraient, s'ils n'atteignent pas cela, et effectivement avoir une certification sous condition, donc avec une nouvelle visite complète. Antérieurement, nous revoyons que les thématiques considérées. Là, c'est une nouvelle visite complète qui serait organisée, ou bien une décision de non-certification. Alors, quels sont les enseignements que nous avons portés dans ces premières visites? Alors, 30 novembre, dans votre région, il y a eu en septembre donc une clinique qui a été, la clinique Notre-Dame qui a eu une visite. Au mois de novembre, le centre hospitalier universitaire d'Angers, le centre de soins suite et réadaptation fonctionnelle de Villa Notre-Dame. Et puis il y a 2 visites à venir en décembre. Un centre de soins de suite de réadaptation, le Baudio, et la clinique chirurgicale de la Porte-Océan. Donc, sur ces visites mobilisées, ça correspond à 16 experts visiteurs qui sont intervenus dans vos établissements, dont 3 médecins patients traceurs, et ça a mobilisé au global aujourd'hui 154 méthodes réalisées. Donc, en plus de cette vision nationale que nous avons, eh bien, ça fait effectivement sur votre région une base sur laquelle on peut commencer à tirer quelques enseignements. Alors, les enseignements, c'est qu'au global, eh bien, cette méthode qui est sur le terrain est bien perçue par les professionnels et par les patients. Effectivement, notre souhait de faire sens sur ce qui est effectivement exigé dans le référentiel, sur les attendus, sur les méthodes, effectivement, résonne bien, puisque effectivement les professionnels apprécient que les experts aillent directement les entendre sur leur pratique et se basent sur des sujets très pragmatiques et très concrets lors de leur visite. Donc, nous avons un bon retour compte tenu du timing. Je vais aller vite, mais enfin, en ce qui concerne, nous avons réussi un bon retour sur les supports et Kalirel les a retravaillés, ça a rebondi dessus sur tous les supports que nous avons développés sur notre site internet, et c'était suffisamment important compte tenu de la période que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, pour vous mettre à disposition un maximum de supports. Donc les supports, ils sont divers, c'est des supports pour vous faciliter l'appropriation du référentiel. Je rappelle, c'est avant tout, avant de se porter sur les méthodes, ce qui est important, c'est de connaître les attendus.
Et après, bon, ce sont des méthodes pour les évaluer, mais avant tout, il faut les connaître. Donc, des outils pour faciliter l'appropriation du référentiel. Et je sais qu'Alirel vous aide en ce sens. Et puis, des supports plus simples de communication pour les patients, pour les professionnels, pour les représentants d'usagers. Alors, en termes de perspective, puisque nous avons pris en considération la période, puisque quand on a construit ce référentiel, hein, on n'était pas encore dans la période terrible du Covid que nous traversons. Donc, on a fait des premières visites à partir du mois d'avril et nous avons fait un retour d'expérience de cette période de Covid. Donc, nous avons procédé à quelques ajustements grâce aux 33 visites pilotes que nous avons réalisées au printemps et grâce au retour que nous avons de cette période Covid. Bien sûr, nous avons, comme à l'élaboration du référentiel, réalisé ces ajustements en concertation avec les parties prenantes, c'est-à-dire qu'avec les fédérations, les différentes conférences nationales. Donc, le premier ajustement important qu'il faut intégrer, nous avons réintégré initialement, il y avait 15 critères impératifs, nous en avons rajouté 2 sur ce qui sont ceux-là, c'est-à-dire ces critères visent à ce que les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards et complémentaires, que la prise en charge des urgences vitales soit maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement. On s'est aperçu que c'était encore des éléments sur lesquels il fallait insister. Slide suivante. Alors après, je vais aller très vite parce que de toute façon, ce support de présentation sera disponible dans le replay. Vous pourrez le revoir sur quelques rédactions d'intitulés des critères que nous avons ajustés. Je vais aller très vite. Ils sont mineurs, 3 sur 131 critères. Un critère spécifique qui change d'applicabilité pour la bonne compréhension. Slide suivante, et puis quelques ajustements sur la rédaction des éléments d'évaluation. Mais là, vous voyez, sur les 466, nous avons fait peu de modifications, 38 uniquement. Donc, c'est assez mineur. Et nous avons aussi procédé, et nous nous engageons à le faire chaque année, sur la mise à jour des références pour que vous puissiez les connaître sur les références. S'il y avait des évolutions réglementaires ou des nouvelles recommandations de bonne pratique, nous les intégrerons chaque année. Nous avons aussi fait quelques adaptations, mais mineures aussi, dans le process de la visite que vous voyez là, avec, on a mis de côté un anglicisme, donc ça c'est pas plus mal. Et puis sur le choix du patient traceur aussi, on va simplifier le process. Les experts visiteurs pourront demander effectivement le consentement directement. Ça sera plus simple. Nous insistons aussi sur l'intégration, c'était mentionné, mais il est apparu qu'il était important de le rappeler encore davantage, que dans l'échange avec la gouvernance, il fallait aussi entendre les présidents des CLUD, bien évidemment le pharmacien lors des audits système. Et puis, nous avons un petit peu adapté notre support pour qu'il soit bien vu. En ce qui concerne, donc, ne jouez pas au jeu des 7 erreurs, sur le référentiel qui est paru dans sa version de septembre 2021, dans les premières pages, vous avez toutes les modifications avec les anciennes rédactions et les nouvelles rédactions. Et ce que je voulais rajouter, c'est que pour que les établissements puissent se préparer, en ce qui concerne les 2 critères impératifs que nous avons rajoutés, nous les mettrons en application qu'à partir du 1er janvier. Ça permettait à partir de septembre aux établissements qui ont eu leur visite ou qui auront leur visite en décembre de s'adapter. Voilà, je vais rapidement conclure juste pour vous présenter le calendrier des visites sur votre région. Donc, 5 en 2021, 36 en 2022, et vous voyez la répartition. Au global, au niveau de la Haute Autorité de Santé, nous sommes partis sur un déploiement, mais encore une fois, nous nous adapterons s'il est besoin, sur environ entre 60 et 70 visites par mois, pour couvrir l'ensemble des 2500 établissements à l'horizon 2025. Voilà, peut-être un petit point, mais très très rapide et vous le verrez sur le site, c'est possible. Vous pourrez le constater.
et récupérer tous les éléments. Nous avons recruté, nous avons renouvelé beaucoup d'experts visiteurs, nous en avons recruté beaucoup de médecins notamment. J'insiste sur le fait qu'être expert visiteur, ça a un intérêt puisque nous les formons, nous recrutons des experts qui connaissent bien l'organisation, qui sont des pairs, qui sont en capacité d'échanger et de s'adapter et d'adapter chacun des éléments d'évaluation en fonction de la situation et de leurs interlocuteurs qu'ils connaissent bien, dont ils connaissent bien le fonctionnement. Nous leur apprenons également à conduire une visite parce qu'en tant qu'experts, on leur apporte un support de formation sur cette posture d'auditeur et à conduire une audite. Mais c'est aussi intéressant pour eux en retour dans le déploiement de leur expérience au sein même de leur établissement. Et nous avons créé un nouveau profil d'experts pour ceux qui ne pourraient pas se rendre disponibles pour faire 3 visites complètes par an. Un profil de médecin patient traceur qui interviennent 2 jours par an et que nous formons aussi pour faire des patients traceurs parce que c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves et que nous souhaitons largement déployer. Voilà, je n'ai pas rattrapé tout à fait notre retard, mais je pense qu'on va pouvoir poursuivre sur les retours d'expérience. Merci beaucoup, Madame Chevrier. Nous vous retrouvons donc tout à l'heure à 11h30 pour la séquence échange avec les participants.